exactement dans une minute. Donc, si vous voulez avoir accès à l'interprétation, s'il vous plaît, allez au bas de l'écran de votre ordinateur. Vous verrez des icônes, dont celui d'interprétation. Cliquez sur l'icône interprétation et vous choisirez la langue de votre choix. Merci. Merci de l'avoir écrit en français. Nous pouvons, nous apprécierons si nous avons une telle explication en arabe et en portugais également. L'interprétation sur comment accéder à la langue de votre choix. Bien, je pense que nous allons commencer hein, parce que nous avons 1 heure hein, de séminaire. Bienvenue, je m'appelle Jessica Gorham, je suis conseillère basée à Nairobi en matière de VBG. Je travaille dans le cadre de responsabilité en matière de VBG. Malheureusement, malheureusement, il y a encore d'écho. Alors, nous pouvons commencer. Hein. Si, une fois encore, nous redisons que si vous voulez avoir de l'interprétation, allez au bas de votre écran. Vous verrez parmi, entre autres icônes, l'icône interprétation sous forme de globe. Cliquez sur cette icône-là et choisissez la langue de votre choix pour suivre les travaux, soit en français, soit en anglais, soit en portugais, soit en arabe. Et puis, si quelqu'un peut rendre service aux autres, qu'il veille bien poster cette explication dans la boîte à conversation. Comme je l'ai dit, je m'appelle Jessica Gorom. Je suis aussi coprésidente du groupe de travail GBG pour l'Afrique Est et centrale. Je vois beaucoup de noms. Comme vous le savez, chaque mois, nous avons des séminaires, des webinaires où nous travaillons sur les bonnes pratiques, entre autres, hein, et des questions de plaidoyer que nous pensons être importantes pour la région et pour le monde entier. Pour ceux d'entre nous avec qui nous avons travaillé précédemment, nous avons eu euh, un travail de plaidoyer sur la région du Nord Kivu au Congo, où la question qui a été mise en lumière était la question des femmes, particulièrement les adolescentes qui étaient forcées de travailler dans les maisons closes. Je vais être précis. Quand nous disons que les femmes travaillent dans les bordels déjà, il s'agit de viol que nous voulons citer. Gardons donc cela en esprit. Ici, déjà, nous voyons le poids du silence, l'exploitation des femmes et filles dans les maisons closes de la province du Nord Kivu. Et comme résultat, les VBG dans la République démocratique du Congo a diligenté une étude pour mieux comprendre comment nous pouvons prévenir et atténuer ces
cette problématique dans la région du Nord Kivu, mais aussi j'espère que nous tous, nous pouvons apprendre de conclusions de cette étude. Voilà. Les règles, gardez votre micro sous silence et puis nous vous demandons de ne pas allumer la vidéo parce que nous avons beaucoup de gens qui se sont connectés et cela risque d'avoir un impact sur la bande passante. Si vous avez une requête, une observation, veuillez le poster dans la boîte à discussion et je demanderai un peu plus tard si pour les interprètes, s'ils ont eu aussi à lire certaines des observations dans la boîte, dans la boîte. Je vois que nous sommes déjà nombreux. Nous pouvons commencer à apprendre et apprendre aussi comment atténuer. Je suis ravi de vous présenter mes collègues Esmeralda Alarbi, qui est coordinatrice en matière de VBG dans la région du Nord Kivu. Elle va commencer son exposé aujourd'hui. Elle travaillera avec Linda Lauriane, qui travaille, elle, pour les bandits dans la rue, une organisation locale qui travaille particulièrement avec les femmes et filles qui sont forcées dans la prostitution, dans les maisons closes de la région du Nord Kivu. Nous allons les écouter et comprendre de manière pratique comment cela se passe. Merci vraiment à vous tous. Je donne la parole à ma collègue Esmeralda Alabre. Merci, Jessica. J'espère que vous m'écoutez tous. Je m'appelle Esmeralda. Je vais présenter certaines des conclusions de cette étude qui a été menée dans la région du Nord Kivu. Bien entendu, il est bien aussi d'écouter et les gens qui ont l'expérience réelle. Voilà pourquoi nous allons écouter la coordinatrice de Bandits dans la rue, et, où nous allons écouter l'expérience des femmes et filles dans les maisons closes. Et voilà très rapidement le contenu de cette étude qui a été menée dans la région du Nord Kivu. Nous allons commencer par le contexte, les méthodologies, les conclusions et les recommandations. Comme je l'ai dit, nous avons Linda de Bon Dieu dans la rue, Bon Dieu dans la rue, qui nous parlera des activités des femmes et filles, particulièrement les adolescents, et dans le Nord Kivu et dans d'autres provinces. Et nous verrons le genre d'activité qui est mise en œuvre dans la région du Nord Kivu. Voilà, la RDC, c'est un des pays complexes et où les crises humanitaires sont oubliées, particulièrement dans la région, dans l'est du Congo, la, les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, où il y a des conflits armés qui s'intensifient depuis 2020-2022. Et maintenant que nous parlons, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'assistance humanitaire. Et à la fin de cette année, 2,7 millions personnes sont déplacées dans le Nord Kivu et plus de la moitié vivent dans leur territoire de Rutshuru, Rubero, Minova et Sud Kivu. Et de ce qu'il nous faut comprendre, euh, il, il y a ils vivent dans des zones isolées où ils n'ont pas accès aux besoins de base. Ce que nous pouvons dire, hein, les violences sexuelles, c'est quelque chose qu'elles vivent
au quotidien. Et ils constituent des cibles d'attaques physiques et autres. Leur corps est constitué comme un prolongement de champ de bataille. Dans le premier trimestre de cette année, euh, ils nous avons signalé 27 000 cas et dont beaucoup ont besoin d'appui psychosocial, médical ou relèvement économique ou assistance juridique. Ici, le camp des déplacés situé autour de Goma, tel que vous le voyez. L'autre aspect, d'une autre dimension de la gravité des violences euh, basées sur le genre, tel que vous le voyez, beaucoup de filles et beaucoup d'hommes, de femmes et filles euh, sont forcés dans le travail sexuel vu la pauvreté. Il y a des familles qui sont perturbées, les familles qui sont séparées, et aussi nous voyons toute la structure traditionnelle qui est brisée. Nous voyons aussi les difficultés à accéder aux besoins de base. Tous ces facteurs-là augmentent la pression sur les femmes et filles pour trouver d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins et aussi à subvenir aux besoins de personnes sous leur dépendance. Tel que je l'ai dit tantôt, la situation est grave dans la plupart des zones en RDC. Le taux des VBG est élevé et tel que vous le voyez, la partie est, c'est là qu'il y a beaucoup de cas de VBG. Au niveau des bordels, les maisons closes, c'est pas un nouveau phénomène dans le Nord Kivu, étant donné le contexte humanitaire. En 2017, il y avait déjà on en parlait déjà, mais maintenant, c'est suite à l'intensification de combats avec le M23 et dans le Grand Nord. Et à cause de cela, il y a eu prolifération de bordels. Et aussi, il y a des mineurs qui sont forcés pour de besoins de survie. Comme nous le voyons, il était important pour nous de bien comprendre qu'est-ce que ceci signifie. Pourquoi avons-nous beaucoup de femmes, d'adolescentes qui sont exploitées et, et nous avons des gens qui veulent encore disposer de ce mécanisme-là. Voilà la raison pour laquelle nous devons disposer de l'appui politique. Tel que je l'ai dit, l'équipe pays humanitaire et le bureau de coordination humanitaire a été à la base de beaucoup d'initiatives. Nous avons organisé un atelier pour présenter la question aux acteurs humanitaires. Parce que ce que nous avons vu, tel que Jessica l'a dit au départ, il y avait cette mauvaise conception de la part des femmes et filles. Alors, pour cela, nous avons organisé 2 ateliers dont les conclusions ont été présentées
différentes autorités et bailleurs pour que nous ayons la même compréhension quand nous parlons des maisons closes, quand nous parlons de l'exploitation des femmes et filles dans ces bordels. L'étude a commencé l'année dernière, vers la fin. Il était important donc pour nous hein, que cette étude soit menée par deux consultants indépendants. C'était un processus important. Avant de commencer à travailler avec les consultants, et après avoir fait un appel à candidature, hein, nous avons voulu examiner le profil afin d'avoir les bonnes personnes à pouvoir mener cette étude. Ainsi donc, à la fin, hein, nous nous sommes retrouvés à travailler avec un professeur de l'université de Goma. Et pour vous donner l'approche éthique et faire en sorte que les conclusions seraient présentées de manière à être comprises par tout le monde. L'objectif de cette étude visait à faire le point de violences basées sur le genre par rapport aux femmes et filles pour comprendre davantage la question et aussi donc être capable de préparer la réponse qu'il faut. Les objectifs spécifiques étaient pour nous de pouvoir comprendre les caractéristiques socio-démographiques. Il était également important pour nous de comprendre les types d'abus auxquels les femmes et filles font face au quotidien. Et un autre aspect, hein, pour nous, il était important parce que pour trouver des solutions et pour chercher des solutions, il faut comprendre la magnitude de problème. Quand nous parlons de bordel, voilà, il faut comprendre ce contexte de bordel pour pouvoir sensibiliser, faire de la sensibilisation par rapport à cette exploitation dont sont l'objet les femmes et filles. L'étude couvre toute la province hein, du Nord Kivu. Au niveau du Nord Kivu, nous avons trois villes et 6 territoires. Tout ce territoire était couvert par cette étude. Un autre aspect, hein, il était important de comprendre euh, comment avoir euh, l'adhésion de la communauté. Ainsi donc, nous avons procédé par des enquêteurs locaux, hein, comme vous le voyez, hein, idée de faire en sorte que la population souscrive à cette étude. Hein. Nous avons travaillé avec les leaders traditionnels, les autorités locales, afin de avoir, euh, de travailler étroitement avec la communauté. Parce que certains de ces cas d'abus ont lieu dans les endroits les plus reculés, et d'où la nécessité de travailler avec les communautés, avec les autorités locales et les autorités traditionnelles. Et aussi, nous avons demandé à différentes divisions genre, de respecter les guides, de respecter les points de vue de communauté tels qu'exprimés durant les pré-enquêtes que nous avons eues. Voilà les aspects très importants pour nous et qui ont servi de base hein, pour pouvoir mener cette étude. Nous avons aussi voulu savoir s'il y a des services ou non dans des zones. S'il n'y a pas de services, il était question pour nous de faire en sorte que les services soit là-bas. Nous avons eu différents consultants, différents spécialistes, hein, spécialistes genre, hein, le bureau du gouverneur, hein, les responsables militaires, hein, parce que le gouverneur actuel de la région du Nord Kivu est un militaire. Hein. Nous avons travaillé avec eux, nous avons aussi travaillé avec les partenaires. Hein. Aussi, nous avons aussi travaillé avec différents partenaires, hein, ONG, qui ont contribué.
à l'élaboration de cette étude. Fondamentalement, les deux outils utilisés étaient, un, pourquoi discuter avec les consultants? Parce que nous voulions savoir la manière la plus facile à accéder à la communauté. Et voilà pourquoi, pour nous, c'était important de travailler avec les populations locales, hein, de travailler avec les populations locales qui maîtrisent les langues et d'autres barrières. À travers les entretiens que nous avons menés, hein, c'était des entretiens structurés ou semi-structurés. Il y avait des questions envoyées. Nous avons taillé, des questions étaient taillées sur mesure pour répondre aux besoins de chaque catégorie des répondants. En plus, hein, nous avons eu 26 groupes dans ces trois villes et différents territoires. L'idée était d'avoir un groupe qui nous permette d'obtenir beaucoup d'informations nécessaires qui nous permettent de bien comprendre la situation. Un autre aspect qui était important, hein, c'est les critères. Avec qui parler? Qui constituerait la cible de cette étude? Un des éléments très importants, il était question d'avoir la cible, soit les femmes et filles qui sont exploitées dans les maisons closes, ou aussi les propriétaires de ces maisons closes. Il était important de travailler avec eux. Les participants étaient répartis en trois catégories. Il y avait les autorités locales, les chefs de localité, les chefs de communauté. Et là, c'est la première catégorie. Et là, il y avait les acteurs de la société civile qui travaillent aussi dans pour cette question. Nous avions les responsables d'associations des femmes, parce que comme nous le savons, la plupart de quand les associations des femmes jouent le rôle de premier plan dans ce genre de situation. Les associations des femmes, les responsables des femmes ont aussi été interviewés. Et aussi, la catégorie la plus importante, hein, qui a fait l'objet d'entretien, c'est les femmes et filles exploitées dans ces maisons closes, hein, ou bordels. Alors, nous nous sommes posé la question, comment parvenir à ces filles et femmes? Parce que ce n'est pas tout le monde, hein, qui pourrait dire, oui, moi, je suis exploité dans ces maisons closes. Voilà les questions que nous nous sommes posées. Comment accéder, comment aller vers ces femmes-là? Et puis, à l'idée, nous voulions que tout le monde participe. Et pour participer, qu'ils donnent leur consentement, parce que nous leur avons dit que nous nous servirons de ces informations pour préparer toute une documentation à présenter tant au niveau des autorités de la RDC qu'au niveau mondial. L'étude est disponible, hein, et nous pourrons partager avec vous les conclusions, hein, mais les résultats les plus importants sur lesquels je vais me focaliser dans la présentation, étant donné le temps, un des aspects les plus importants, tels que je l'ai dit, l'identification, la cartographie. Quand nous parlons des bordels, des maisons closes, de combien s'agit-il? De combien de maisons closes s'agit-il? Et puis, pour demander aux autorités locales de fermer ces maisons closes, il faut savoir combien elles sont. Parce que sans preuve, sans les identifier, comment inviter les autorités à les fermé. Voilà la raison pour laquelle il était question, un, de faire la cartographie de ces maisons closes. Et nous en avons identifié
à hauteur de 1063. 1063. Mais ça, c'était les plus importants. Mais il y avait d'autres bordels qui n'ont pas été identifiés. Ça, c'était le premier point, identifier les maisons closes. Et un autre aspect, c'est que la plupart de ces maisons closes sont localisées dans les territoires avec une forte concentration de personnes déplacées. Nous avons Goma, Rutshuru, Masisi, qui sont les endroits où il y a le plus grand nombre de personnes déplacées. Et c'est là que nous trouvons beaucoup de maisons closes. Nous avons aussi appris que le bordel euh, était devenu un business pour des gens qui n'avaient pas de quoi survivre. Ici, nous voyons les propriétaires de ces maisons closes qui, pour eux, ces maisons closes constituent un business, un moyen à travers lequel avoir de l'argent, de quoi vivre. Et un autre aspect qui est important, les facteurs qui expliquent l'exploitation des femmes et filles. Dans l'entretien, eh ben, nous n'étions pas surpris. L'élément le plus important qui est revenu plusieurs fois, c'est la pauvreté. La pauvreté qui les poussait à aller dans ces maisons closes. Et elles ont aussi parlé de quand elles n'ont pas suffisamment d'assistance humanitaire, quand il n'y a pas de nourriture, il faut qu'elles continuent de survivre. Voilà pourquoi, quand les gens propriétaires ou les intermédiaires viennent vers elles, alors elles n'ont pas de choix parce qu'il y a l'aspect pauvreté. Et parfois, les parents eux-mêmes envoient leurs enfants, leurs adolescentes de, de 9 ans, de 8 ans dans ces maisons closes là-bas, ces bordels-là. Ça, et le nom qu'ils donnent, c'est quelque chose de terrible. Ils les appellent maisons de tolérance. Alors, c'est impensable parce que nous ne pouvons pas tolérer l'exploitation des filles et femmes, mais ils les appellent maisons de tolérance. Alors, lorsque on les présente comme maison de tolérance, ça donne toute une autre idée, n'est-ce pas? Alors, il s'agit en fait des chambres d'hôtel parfois. Beaucoup de gens ont parlé des tentes qui sont non occupées dans les zones où vivent les déplacés. Il y a ces tentes aussi qui servent de bordel où les femmes et filles sont exploitées. Un autre aspect, il était question pour nous de comprendre les niveaux d'éducation des femmes et enfants qui sont dans ces activités-là. 55,5% de ces femmes c'était des analphabètes purs et simples. Qui, nous avons aussi vu euh, une vingtaine de pourcentages des femmes qui avaient un niveau éducation secondaire. Un autre aspect, c'est ce que nous appelons les intermédiaires, particulièrement au niveau des adolescentes. Ici, 17% de cet argent est donné aux intermédiaires. L'argent ne va pas vers les femmes qui font pourtant l'objet d'exploitation. Un autre aspect dont nous nous sommes rendus compte durant l'entretien, c'est que
les gestionnaires de ces bordels jouaient un grand rôle, mais aussi les parents. Les parents euh, utilisaient les intermédiaires pour envoyer les filles dans ces bordels. Et un autre aspect, c'est les profils de ces auteurs. Nous voulions savoir qui sont ces personnes-là. Un aspect important, c'était des personnes, les déplacés internes et même les chauffeurs de taxi, des hommes non identifiés et d'autres professionnels et même les humanitaires. Voilà concernant les profils des auteurs. Nous voulons aussi comprendre quels pourraient être les conséquences auxquelles les femmes font face dans cette exploitation-là. Malheureusement, il y a comme conséquence un fort taux de grossesse non désirée. Il y avait aussi des maladies sexuellement transmissibles. Il y avait des complications dues à l'avortement. euh, non médicalisés et aussi tout le système euh, s'écrouler. Parce que quand il y a beaucoup de besoins, il y a aussi l'aspect protection. Les femmes sont exploitées à un niveau vraiment élevé de violence basée sur le genre. Concernant les conséquences au niveau de la communauté, hein, il y a ce que nous appelons l'isolement social et aussi des cas de suicide. Parce que les femmes ou les filles qui font l'objet de cette exploitation ne peuvent pas en parler. Et puis, du fait qu'elles ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes, hein, cela provoque une sorte d'isolement et qui peut mener au suicide. Voilà, au niveau de recommandations, hein, nous les avons résumées à deux points principaux. Un, renforcer le leadership et la redevabilité de la part des autorités et au niveau des acteurs humanitaires. Deuxièmement, vous savez, quand nous parlons de l'exploitation dans les bordels, les maisons closes, la- les gens disent, oui, c'est normal, c'est comme ça. Nous n'avons pas d'autre manière pour répondre à nos besoins. Voilà donc la réaction de la part des autorités, c'est que le problème est tellement important pour nous. Voilà, l'idée était de faire en sorte que les gens comprennent d'abord. Il y a un problème au niveau des diapos. C'est très important, très important. Hum, C'était très important que donnez-nous une minute pour que nous repostions la présentation. Mais je peux continuer, n'est-ce pas, à parler pour gagner du temps, n'est-ce pas? Il nous faut une minute pour partager la présentation. Il avait une diapo supplémentaire à partager. Il y avait de bonnes recommandations qui étaient spécifiques à certaines entités de la
RDC et que nous pouvons également utiliser comme leçons apprises. Merci de votre patience. Merci, Jessica. En matière des recommandations, nous avions deux recommandations principales. C'était de rassurer que tout le monde, toute partie prenante comprenne ce qu'il faut faire et les choses nécessaires à faire afin d'aborder ce problème au niveau de la protection, la santé de communauté. Parmi les recommandations principales, Jessica, je ne vois pas encore la diapo des recommandations. Est-ce qu'il y a, il y a moyen de défiler vers la diapo numéro 10? Donc, tout d'abord, c'était pour la collectivité territoriale, c'est de renforcer les mesures juridiques pour que les victimes aient accès à la justice. Et la raison pour laquelle c'était tellement important, euh, c'est du fait que l'une des conclusions principales selon ce rapport, c'est qu'à la fin du jour, je vais signaler et après, rien va se passer. Donc, tout d'abord, il y avait besoin d'avoir la guerre contre l'impunité étant l'une des recommandations clés. Une chose que nous devrons faire, nous devrons renforcer le mécanisme juridique pour que ce mécanisme soit en mesure de soutenir ou combattre ces exploitations. Après également, nous devrons renforcer le mécanisme de protection pendant qu'on signale de tels abus. Les organisations qui travaillent sur ce domaine euh, n'est pas ciblé seulement par les propriétaires des bordels, mais également par les autorités. C'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment mettre en relief et renforcer les mécanismes de protection des victimes. Et, et surtout combattre au niveau des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Nous avons également le département en matière de genre et il y a besoin d'un leadership approfondi pour atteindre la prévention et la protection, que ce soit élaboré et si possible également inclure le leadership du département de genre que les acteurs et parties prenantes sont impliqués. Un autre aspect, c'est également accroître la sensibilisation. Euh, Cela a été mentionné pendant les entretiens. La plupart ne savent pas euh, afin qu'elles soient protégées de la violence basée sur le genre. Il est également important également d'utiliser les langues locales, comment disséminer les informations en langue locale puisque nous devrons également disséminer sur la loi congolaise qui protège les femmes et les femmes et les filles contre la VBG et les abus sexuels. Également, il est important de tirer plein parti de cette opportunité et de faire le plaidoyer au niveau du gouvernement afin de combattre l'impunité
avec l'accès aux justice, mais également travailler d'une façon efficace, mettre en place des mécanismes de protection, de justice. Euh, euh, Contre également les criminalités qui se passent dans des contextes humanitaires. Ces mécanismes doivent prendre en compte les femmes et les filles qui sont victimes d'exploitation et des abus sexuels, comme nous avons vu également dans nos niveaux humanitaires. Également, il y a besoin de renforcer le financement puisque nous savons déjà l'un des facteurs, c'est la pauvreté qui aboutit à ce que les femmes et les filles soient exploitées. Nous devrons avoir des partenaires bailleurs de fonds financiers afin de renforcer cela pour la résilience économique. Nous avons également les soins médicaux. Euh, Seulement 25% des filles, des femmes reçoivent un certain niveau de soins médicaux. Cela, c'est de vraiment vous montrer la portée de ce problème. Comment est-ce que nous pouvons mettre en place des mécanismes pour que nous puissions travailler vers la protection du fait que maintenant, nous devrons prendre en considération les régions du Nord Kivu. Un autre aspect, c'est les acteurs humanitaires. Comment est-ce que les acteurs humanitaires peuvent s'intégrer de façon systématique et financer la lutte contre VBG et les abus sexuels, l'atténuation des risques et des mesures d'atténuation des risques? Pour que ce ne soit pas justement une implication des acteurs de la VBG, mais tous les secteurs humanitaires et qui soient impliqués. L'eau, l'assainissement et l'hygiène, la sécurité alimentaire, comment ils peuvent être impliqués, comment combattre les aspects de vulnérabilité. Je vais m'arrêter par là puisque je suis en, il me faut rattraper le temps. Nous sommes une organisation locale qui travaille sur la région du nord de Kivu. Le nom de l'organisation s'appelle Bondio dans la rue. Bonjour à tous, bonjour Madame Esmeralda. Moi, c'est Linda Amani, je suis la directrice de l'ONG Bondier Dalari. Euh, Bondier Dalari remercie d'abord Madame Esmeralda, la coordinatrice, pour la parole qui nous est accordée pour que nous puissions partager notre expérience. Je ne sais pas si tout le monde est en train de me suivre pour que je puisse continuer. Oui, on vous entend bien. Nous vous entendons. Ok, merci beaucoup. Au fait, nous, Bon Dieu Dalari, nous sommes une organisation non gouvernementale des droits congolais. Nous avons été créés depuis 2008 et notre mission, c'est de soutenir la nouvelle génération, les jeunes et les enfants. Et notre siège se trouve à Goma. Nous sommes dans 3 provinces, entre autres la province du Nord Kivu, Sud Kivu et le Tanganyika. Et pour ce qui concerne la thématique de prise en charge des cas de femmes qui sont victimes d'exploitation dans les maisons de tolérance, Bon Dieu Dalari a été initié dans ces activités à cause de nos activités de routine de prise en charge des enfants marginalisés, les enfants vivant dans la rue. Et nous étions obligés de suivre les cas, donc dans la gestion des cas. Et ce sont les enfants de la rue qui nous ont orientés vers cette thématique et que nous-mêmes, on ne savait pas. Parce que les enfants vivant dans la rue, les filles adolescentes, étaient souvent victimes des EAS dans les maisons de tolérance. C'est ainsi que nous avons vraiment compris toutes les atrocités qui sont commises dans les maisons de tolérance. Et la direction avait décidé que l'on puisse aussi s'intéresser à cette thématique.
Cette thématique était, au début, on a semblé que ça va être facile, mais ça n'a pas été facile jusqu'à ce jour. C'est vraiment très compliqué, il y a trop de défis et c'est très compliqué d'obtenir de bons résultats. En fait, nous avons eu à avoir pas mal de projets dans le cadre de nos interventions, dans le cadre de nos domaines d'intervention. Mais je vais juste parler des 4 grands domaines d'intervention de Bon Dieu Dalari. Le premier domaine, c'est la protection de l'enfance et la protection et autonomisation de la femme. En fait, Bon Dieu Dalari, c'est une ONG de protection. Tout ce que nous faisons la connexion avec la protection. Même pour nos projets WASH, qui est notre deuxième domaine, on fait aussi une connexion avec la protection, tous les problèmes de protection liés aux services et infrastructures WASH, nous intervenons dedans. Et aussi l'éducation qui est liée aussi à la protection, mais aussi la sécurité alimentaire. Ce sont les 4 grands domaines dans lesquels nous sommes en train de travailler actuellement et nous avons y obtenu pas mal de projets. Et nos partenaires actuellement, c'est International Rescue Committee et aussi nous avons le financement de Boer Charity. On a reçu le financement de Statfund à travers Dutch Weltunga Hilf, mais aussi le financement de BMZ. Et par rapport à nos interventions dans les maisons de tolérance, quand on a été associé à ces activités, on a eu à faire d'abord la cartographie des maisons de tolérance. C'était juste une liste qu'on pouvait chaque fois actualiser pour comprendre quelles sont les maisons de tolérance qui sont dans la ville de Goma, zone de santé de Goma, Karisimbi et même Nyiragongo qui est autour, et le territoire de Masisi qui est tout près de la ville de Goma. Là, je parle de Sake et Kiroche. Nous avons tenu une liste de maisons de tolérance que chaque mois, nous étions en train de mettre à jour parce que, vous savez, dans l'histoire des maisons de tolérance, il y a toujours des changements parce que les maisons de tolérance sont traquées par les gouvernements, notamment par l'ANER, l'Agence nationale de renseignement et la police. Maintenant, quand une maison de tolérance est en train d'être traquée, il change d'adresse, il change d'endroit. Et si vous avez une liste, vous êtes obligé de la mettre à jour au moins chaque mois parce que la maison change, soit de nom ou bien d'adresse. La deuxième activité, donc, c'est lié à la première. On fait le monitoring de protection dans les maisons de tolérance pour savoir qui sont dans les maisons de tolérance, quelles sont les filles, les femmes qui sont là-bas, comment elles sont traitées. Mais aussi, j'aimerais vraiment signaler que nous faisons ces activités dans les maisons de tolérance sous couvert des activités de santé. Nous sommes connus comme état des agents de santé qui sensibilisent les femmes dans le cadre du planning familial, la santé de la reproduction, la santé sexuelle. On donne des conseils, des orientations aux filles pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas avoir des maladies sexuellement transmissibles. Et des fois, on peut faire la distribution des condoms quand nous en avons en stock. Et nous sommes connus vraiment dans beaucoup de maisons de tolérance parce qu'on sait que nos agents sont des agents de santé qui viennent pour sensibiliser. Et c'est à ce moment-là que les agents profitent maintenant pour gérer les cas individuels que les agents retrouvent dans les maisons de tolérance. Aussi, nous faisons la prévention psychosociale, comme je l'ai dit, et la réinsertion scolaire des enfants ici des viols et des EAS, parce que grâce à la gratuité, on a eu cette stratégie de commencer à orienter les femmes et les filles qui sont victimes des EAS dans les maisons de tolérance, comment elles peuvent scolariser leurs enfants parce qu'elles peuvent s'appuyer sur ces enfants à l'avenir. Et aussi, la dernière activité que nous faisons, c'est la réinsertion socio-économique des filles et des femmes qui sont venues des maisons de tolérance, aux côtés des femmes survivantes des violences basées sur les genres et aux côtés aussi des femmes vulnérables de la communauté pour éviter la stigmatisation. Et là, sur l'image, vous pouvez voir, on avait un projet pour la formation des femmes et filles sur la confection des serviettes hygiéniques lavables. On a fait appel à tous les bénéficiaires qui sont concernés, qui sont intéressés.
il y avait la cible des femmes et filles qui sont venues des maisons de tolérance. Il y avait la cible des femmes et filles victimes et survivantes de viols. Et aussi, il y avait aussi d'autres femmes de la communauté qui étaient vulnérables, qui étaient exposées à des problèmes d'exploitation dans les maisons de tolérance. Donc, on les a mis ensemble pour les former dans les sites des déplacés de Luchagala. Donc, et aussi, par rapport au nombre de bénéficiaires actuellement dans le cadre de la réinsertion socio-économique et aussi la gestion des cas, nous avons atteint aujourd'hui 1067 bénéficiaires, dont 578 filles, 52 garçons. Je voudrais vraiment mentionner, dans le cadre des activités dans les maisons de tolérance, il y a aussi des garçons que vous allez trouver qui sont aussi exploités sexuellement, mais aussi vous avez trouvé d'autres garçons qui sont comme des commissionnaires. Donc, les garçons sont aussi dans les maisons pour être utilisés à aller recruter les filles qui pourront venir intégrer les maisons de tolérance. Et quand nous entrons comme ça, il y a des garçons, il y a des garçons qui disent qu'en tout cas, moi, ça ne me plaît pas de rester ici. Je suis obligée de travailler pour cette maison de tolérance parce que j'ai une dette gérée, tout ça. Et dans la prise en charge, ces genres de cas sont aussi pris en charge par Bon Dieu dans la rue. Il y a aussi 469 femmes qui ont aussi bénéficié de nos activités dans le cadre de nos interventions dans les maisons de tolérance. Est-ce qu'on peut évoluer avec la présentation? Oui, par rapport aux défis et opportunités, comme je l'ai mentionné, au début, on avait pensé que ça va être très facile, on va se rapprocher des autorités, les maisons de tolérance vont être fermées et les proxénètes vont être punis, mais ça n'a pas été le cas. On s'est retrouvé dans des difficultés parce que souvent, on a remarqué que les maisons de tolérance sont tenues par les gens qui sont soit proches des autorités politico-administratives militaires, sont soit les mêmes autorités qui sont des tenaciers, qui gagnent de l'argent derrière les femmes. Et on a eu vraiment des incidents. Il y a même, à un moment donné, on avait arrêté nos moniteurs, mais c'est après que les moniteurs avaient été libérés parce que on a dit, nous sommes des agents de santé, comment vous allez vous attaquer à nous, c'est nous qui aidons. Et depuis ces jours-là, il n'y a pas eu d'incident parce qu'on nous identifie à des agents de santé. Et aussi, nous avons un défi parce que nous ne disposons pas d'un centre de formation et d'apprentissage des métiers. Pour gérer un cas d'une fille ou bien une femme qui est sortie des maisons de tolérance, il faut vraiment de la patience. Souvent, on est obligé de les référer dans d'autres maisons de formation et d'autres maisons de formation ne disposent pas de cette capacité, de cette patience que nous avons pour pouvoir l'aider à finir sa formation. Et vous trouvez que des fois, au milieu même de la formation, la fille ou bien la femme peut abandonner parce que la maison qui l'a accueillie n'a pas été patiente. Parce qu'il faut vraiment de la patience, il faut vraiment de la technicité pour pouvoir l'accompagner et qu'elle arrive jusqu'à la fin de la formation. Il y a aussi la majorité des femmes et des filles exploitées pensent que les viols, c'est la seule forme. Donc, quand on se rapproche des filles, donc, quand on se rapproche des filles, elles ont tendance de dire que non, moi, je n'ai pas de problème, mais c'est après qu'elles comprennent que, en tout cas, moi, je suis exploitée, donc je dois voir comment me prendre en charge moi-même. Et aussi, pendant cette période où le contexte actuel du Nord Kivu est vraiment compliqué, il n'y a pas assez d'assistance, il y a des milliers de déplacés dans la ville de Goma et autour de Goma. Maintenant, les tenaciers
ils ont développé une stratégie de recrutement dans les sites de déplacés parce que c'est là qu'il y a les filles et les femmes qui sont dans les besoins. Et vraiment, les tenanciers sont partout. Dans chaque site, il y a toujours des recrutements qui se font et on ne sait pas comment arrêter tout ça. Il y a aussi les projets qui prennent en charge vraiment les femmes qui sortent des maisons de tolérance sont sous-financés. Il n'y en a pas assez. Seulement, il y a vraiment beaucoup trop de financement dans le cadre de la prise en charge des femmes survivantes de violences sexuelles et sexistes. Mais pour les femmes qui viennent vraiment des maisons de tolérance, il n'y a pas assez de financement. C'est un défi pour nous. On ne sait pas comment prendre en charge tous les cas qui sont gérés à travers Bon Dieu Dalari. Et aussi la dénonciation des cas, en tout cas, la majorité des femmes et filles qui sont exploitées, elles ont peur de dénoncer parce qu'elles savent qu'il y aura des représailles. Et d'autres sont là parce qu'elles ont des dettes et des dettes. Parce qu'elle n'a pas où aller, elle est partie habiter là-bas. Quand elle veut sortir, on va lui demander, lui donner la facture, il faut payer ça, il faut payer les loyers. Pendant toute cette période, tu étais là avec tes enfants, donc il faut payer les loyers. Maintenant, elle est obligée de rester, elle a peur de quitter. Je me rappelle, à un moment donné, il y a une fille qui avait quitté, par force, elle est partie. Maintenant, les tenanciers sont venus à notre bureau pour nous exiger de payer. Et ils ont amené une facture que nous devons payer. Ils ont dit qu'elle est partie avec des ustensiles de cuisine, tout ça. Et après, on a discuté avec la DIVAS qui nous accompagne, et Jean Famille Enfant. On a trouvé un consensus et le tenancier n'a pas su nous demander de payer toutes ces choses-là qu'il demandait. Et la fille a évolué actuellement, elle est vraiment libre. Elle a pu trouver quelque chose, une activité pour continuer à se prendre en charge. Et aussi, par rapport à la corruption, ça ne nous facilite pas. Parce que quand il y a les cas qui décident d'aller à la justice, au niveau de la justice, il n'y a pas accompagnement, il y a la corruption. Et au finish, elle est obligée soit de quitter la ville parce qu'elle est poursuivie par ses bourreaux, tout ça. Et elle nous dit que c'est vous, bon Dieu, dans la rue, qui m'aviez mis dans cette erreur. Je ne pouvais pas aller à la justice avec telle personne parce que c'est une personne très forte, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des défis auxquels nous faisons face au quotidien. Maintenant, les opportunités que nous avons, c'est parce que pour le moment d'abord, les sous-clusters VBG est intéressé par cette thématique. Maintenant, nous avons quand même une nouvelle coordinatrice qui est en train de nous accompagner dans nos activités, qui peut nous écouter dans tous les problèmes que nous avons. Et aussi, l'enquête qui a été menée, c'est une base vraiment qui nous aide aussi dans la planification de nos interventions. L'enquête nous aide aussi dans l'orientation de tout ce que nous faisons comme action, de plaidoyer, tout ça. Et aussi, à un moment donné, il y a une autre circulaire d'email de la ville qui visait la fermeture. Quand même, il y a je m'excuse, il y a quelques maisons de tolérance qui ont été fermées, des grandes maisons de tolérance. Et ça, c'est vraiment une réussite que nous sommes en train de louer chaque jour. Et aussi, l'opportunité aussi que nous avons, c'est que Bon Dieu Dalari, en tout cas, maîtrise l'environnement qui règne dans les maisons de tolérance. Nous maîtrisons vraiment, nous avons la technique pour communiquer avec les filles et les femmes qui sont victimes d'exploitation, et avec les tenanciers, on peut communiquer avec eux facilement et ils peuvent nous écouter à travers les stratégies que nous avions eu à mettre en place. Voilà en ce qui concerne les opportunités. Maintenant, pour finir avec les partages d'expériences que je fais avec vous, je voudrais partager avec vous les témoignages d'une fille qui a été exploitée dans une maison de tolérance, et je vais les lire tel que c'est écrit pour que vous puissiez comprendre
sa situation. Donc, mon nom, c'est Meta. C'est un nom qui a été pris pour la circonstance seulement. Je suis une fille âgée de 17 ans. J'ai un enfant d'une année et dont je ne connais pas le père. Lorsque mes deux parents s'étaient séparés, chaque enfant a pris sa direction. Alors que je n'avais nulle part où aller et aucune occupation à mon âge de 15 ans, je voyais mes amis, filles qui se prenaient en charge, qui s'achetaient des habits, des bijoux et des chaussures, car elles se débrouillaient, soi-disant elles travaillaient. Un jour, elles m'ont proposé de m'amener chez une maman généreuse que tout le monde appelle maman, pour qu'elle puisse me venir aussi en aide. Et c'est elle qui m'avait appris à offrir des services sexuels aux hommes qui venaient fumer et boire de l'alcool dans sa maison. L'argent était perçu par maman et à la fin de la journée, elle me donnait une somme équivalent à 3 000 francs congolais et 5 000 francs congolais selon sa volonté, même si j'ai reçu plus de 5 hommes par jour. Lorsque je suis tombée enceinte, elle m'a chassée de chez elle parce que j'avais refusé qu'elle me fasse avorter de manière traditionnelle. Par manque où aller, je suis allée construire un abri dans un site de déplacés en territoire de Nyiragongo. Et c'est là que j'ai mis au monde mon enfant. Pour survivre, j'ai continué à me rendre dans les chambres, donc dans les maisons de tolérance, pour offrir le sexe en fait de trouver de quoi nourrir mon enfant et moi, quand il n'y a pas de l'aide humanitaire. Les clients payaient les gérants qui me connectaient et ces derniers me donnaient de quoi nourrir mon enfant. Depuis le jour où j'ai rencontré Bondier dans la rue, il m'a aidé avec des conseils et m'a présenté à la DIVAS qui est actuellement à la recherche de ma famille. J'ai appris avec Bondier dans la rue, j'ai appris comment sensibiliser les autres femmes sur les questions VBG et la gestion des menstrues pour une bonne hygiène et assainissement en tant que père éducatrice de Bondier dans la rue dans le site de Lushagala. Nous avons aussi été formés sur la fabrication de serviettes hygiéniques lavables. Comme je n'avais pas une machine à coudre, avec l'épée que j'ai gagnée, j'ai appris à faire des beignets que je vends aujourd'hui pour nourrir mon enfant. Voilà en bref l'histoire et l'image qui est là. C'est lors de sa rencontre avec l'assistance sociale de la DIVAS et accompagné de notre chargé de IDTR, de Bondier Dalari. Voilà, donc c'est ça en bref la situation des filles et femmes exploitées. Et je voudrais profiter de cette occasion pour demander en tout cas qu'il y ait beaucoup plus de financement, que les ONG qui interviennent dans les maisons de tolérance puissent être appuyées parce que c'est l'exploitation dans les maisons de tolérance actuellement un ampleur vraiment qui n'est pas vraiment à déconsidérer, qui n'est pas à négliger pour le moment parce que après demain, on va vraiment récolter des mauvaises choses suite à cette situation. Donc, je vous remercie et je remets la parole à Madame Esmeralda. Voilà. Nous travaillons donc dans ce cadre-là et avec beaucoup d'organisations qui font face à ce genre de situations. Dans le cadre des actions en cours,
Nous avons un atelier la semaine prochaine pour passer en revue et mettre à jour le plan d'action de prévention et de protection pour intégrer les composants d'autres secteurs et aussi d'autres divisions parce il nous a il nous a semblé important de d'avoir un plan d'action dont les activités soient menées par tous les partenaires. Un autre aspect, au niveau du Nord Kivu, nous avons un groupe de travail sur la prévention des VBG qui est en place. Ce groupe-là est en place. Nous avons aussi l'analyse de prévention mise en place et qu'est-ce que nous pouvons faire pour renforcer le cas de masculinité positive et d'autres aspects du changement, tels que vous l'avez entendu de notre collègue, il y a aussi le problème de manque de financement. Un autre aspect consiste à une forte sensibilisation qui doit être menée à tous les niveaux. Merci beaucoup à Jessica, à toute l'équipe régionale de nous avoir proposé cette plateforme de partage de ce que nous avons pu mener comme travail et comment est-ce que nous pouvons travailler avec d'autres partenaires afin de faire en sorte que les résultats de notre travail soient connus et pouvoir prévenir les femmes d'être l'objet d'exploitation. Enfin, du côté mobilisation de ressources, ce qui est une bonne nouvelle, nous avons déjà des financements. euh, dans le cadre de sensibilisation en matière de GBV. Il y a des membres qui ont reçu des financements et un des projets mentionné par Bon Dieu dans la rue est en train d'être mis en œuvre comme résultat du travail de plaidoyer que nous menons auprès de nos partenaires techniques dont Evo, IHS Suisse. Nous espérons que nous aurons à recevoir beaucoup d'appui afin de pouvoir travailler sur ces questions. Voilà ce que nous avons pu proposer pour vous, hein. J'espère que c'était intéressant. Nous allons vous proposer le document nécessaire, le contact, si vous voulez approfondir les discussions. Les contacts sont là. À vous, Jessica, merci. Merci, Elinda, et vous pour cette présentation et aussi pour d'avoir partagé avec nous les difficultés à travailler dans un environnement tel que vous l'avez décrit. Je dois redire que vous avez fait un travail très, très important. Lorsque nous parlons des adolescentes, hein, dans les bordels, lorsque nous parlons de elles, eh ben, il nous faut parler de viol. Comme nous le savons, hein, les enfants ne travaillent pas. Alors, nous devons pointer les choses du doigt. Nous devons parler du viol parce que c'est du viol qu'il s'agit. Je vais poser une question, mais je suis contente que beaucoup de participants se soient joints. Et je vous demande un peu votre indulgence. Je voudrais savoir, sur le gouvernement, des questions sont posées pour savoir ce que le gouvernement fait pour régler ce problème-là. Et ma deuxième question tourne autour de la protection de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail que vous faites ou le rôle de la protection de l'enfant si vous en tenez compte? À vous, Esmeralda. Merci beaucoup, Jessica et tous les collègues. Merci à vous, merci à vos questions. Un des aspects, nous l'avons dit, parce que comme humanitaire, nous n'avons pas l'autorité ou la capacité de fermer ces bordels. Bien entendu, nous travaillons avec les gouvernements de militaires, hein, en place dans la région. Il y avait
une circulaire dont Madame Linda de Bon Dieu dans la rue a parlé, hein, sur la ville de Goma. Il nous fallait avoir ces actions-là de la part des autorités pour fermer ces bordels, non seulement les fermer, mais poursuivre les présumés auteurs. Mais je dois vous dire que la situation au Goma, au Nord Kivu en général, est complexe. Nous avons des conflits qui continuent, conflits intercommunautaires. Voilà pourquoi la sensibilisation, il faut la continuer au niveau national et voir comment nous pouvons faire en sorte que la division genre entreprenne des actions attendues d'elle. Mais pour le moment, il y a une task force, un groupe de travail qui a été mis sur place par le maire de Goma qui vise à fermer ces bordels. Mais, comme vous l'avez entendu, hein, c'est si 8 bordels sont fermés sur le 1000 et quelques, vous comprenez ce que cela dit. Voilà pourquoi je vous dis, nous continuons de travailler avec les forces de sécurité et les autres partenaires pour faire en sorte que des mesures soient mises sur pied. Alors, la question sur la protection de l'enfant, nous travaillons un traitement avec service, département protection de l'enfant, non seulement dans la région du Nord Kivu, mais au niveau du pays en entier, hein. Dans le cadre des plans d'action communs, nous allons aussi travailler avec protection de l'enfant. L'idée, c'est de considérer avec l'importance nécessaire, considérer cette question de la protection de l'enfant. Et même dans la note que nous avons publiée de plaidoyer, nous avons renforcé la question de l'exploitation des adolescentes. Mais nous travaillons aussi avec le groupe santé, santé sexuelle et génésique, hein. Nous travaillons avec ce groupe-là de manière étroite, hein, de manière à sensibiliser auprès de communautés et d'autres partenaires, hein. Merci, merci Emelada, merci vraiment du travail important que vous faites au nom des femmes et filles vivant dans les camps des déplacés dans la région du Kivu. En tout cas, vous avez nos sentiments cordiaux. Merci d'avoir pris le temps pour travailler avec nous aujourd'hui, nous faire comprendre ces questions-là. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires postés dans la boîte. Il y a des collègues et aussi les membres de communauté qui ont de l'expérience, la même expérience que la vôtre. Et j'espère qu'ils auront appris quelque chose, hein, et qui leur permettra aussi d'améliorer leur travail à eux. Je vais aussi dire merci beaucoup à UNICEF, un des organisations membres et leur bailleur, la coopération allemande, qui nous a permis d'avoir l'interprétation simultanée aujourd'hui. Nous allons continuer à proposer l'interprétation simultanée dans nos activités qui suivent. Et cela sera assuré grâce à la coopération allemande qui nous appuie. Nous leur disons merci. Si vous avez besoin d'écouter l'enregistrement de nos travaux, vous pouvez aller à notre canal YouTube et chercher GBV et OR. Vous allez retrouver le canal et vous retrouverez ces webinaires et pas que, même les webinaires précédents. Vous les avez tous dans notre chaîne YouTube. Alors, revenez-y et le lien vous est envoyé. Si vous avez des questions ou des préoccupations
ou si vous avez des propositions telles que je l'ai dit, contactez Christine Vallée qui fait du bon travail, qui est l'administratrice qui s'occupe de la coordination du groupe de travail Afrique de l'Est. Une fois encore, merci à vous tous de vous être connectés. Nous travaillons encore pour nous adapter à l'interprétation simultanée. Nous vous apprécions de votre participation et nous attendons vous revoir encore au mois de septembre. Et nous allons poster des informations sur le groupe de travail Afrique de l'Est. Je m'appelle Jess. Nous allons donner les noms de ceux qui nous ont appuyés, même l'équipe technique. Sinon, à vous tous, nous disons merci et j'espère que vous allez passer un bon après-midi. Merci aussi à Esmeralda également. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye. Bye bye.